RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Henri Guénaud, ancien conseiller et plume de Nicolas Sarkozy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc à l'heure où votre ancienne famille politique se disloque, vous publiez « Ils veulent tuer l'Occident » chez Odile Jacob. Alors avant de parler de politique stricto sensu, parlons de votre livre qui commence ainsi. Ils veulent tuer l'Occident, ils veulent fabriquer un homme nouveau, coupé de son histoire, de ses racines intellectuelles, morales, spirituelles, de sa civilisation. Et plus loin, vous écrivez « Quand les injonctions de la société détruisent l'homme civilisé, elle ouvre la porte à l'homme sauvage, à ses instincts ». Alors première question, qui sont-ils ceux qui veulent tuer l'Occident? Et deuxième question, l'homme sauvage, qu'entendez-vous par là? Bon, bien évidemment, ce n'est pas l'homme qui court tout poilu, tout nu dans la forêt. Hein. Non, effectivement. Il, vous l'avez esquissé en citant les premières lignes du livre. C'est tous ceux qui pensent être les architectes d'un monde nouveau, peuplé par un homme nouveau. Voilà, c'est cette idée qu'au fond... Mais l'homme nouveau dénué de quoi? L'homme nouveau, c'est-à-dire celui qui ne doit au fond plus rien au passé, qui n'en tire plus aucune leçon, qui pense que nous avons vécu une grande mutation, nous vivons une grande mutation anthropologique qui fait que nous sommes meilleurs que nos aïeux, que nous n'avons rien à apprendre d'eux, rien à apprendre de l'histoire. Voilà, vous savez, on assiste à un rétrécissement du temps par les deux bouts, si je peux m'exprimer ainsi. L'avenir, c'est trop cher, hein, donc ça compte pas. Et puis le passé, ça n'a plus aucune importance, plus aucune valeur. Ouais. Voilà, l'un est trop cher, l'autre. Et l'homme sauvage, je finis ça. La deuxième question. Vous dites souvent l'ensauvagement, voilà. L'homme sauvage. Oui, c'est-à-dire si vous n'avez plus de leçons à tirer du passé, si vous considérez que le passé n'a plus de valeur, ça veut dire que la civilisation doit être jetée par-dessus bord, parce que la civilisation, c'est une longue imprégnation qui nous vient de très très loin, qui vient de la nuit des temps, c'est un ensemble d'héritages. Hein. Si vous rejetez le passé, vous rejetez la civilisation, c'est-à-dire tout le travail qu'elle a effectué pendant des siècles, voire des millénaires, pour essayer de canaliser dans l'homme ce qu'il y a de plus sauvage, c'est-à-dire les instincts, l'animalité de l'homme. Et quand vous tuez vous affaiblissez ce qu'il y a de civilisé dans l'homme, eh bien c'est la bête qui ressort, c'est la sauvagerie. Hein. On est dans une époque où c'est pas la première fois. Hein. Non, non, parce que... Mais nous avions tiré après la grande crise des années 30, la Seconde Guerre mondiale, nous avions tiré, en tout cas l'Occident avait tiré les leçons de cette tragédie. Mais même de la tragédie précédente, qui était la Première Guerre mondiale. On avait réorganisé le monde, d'ailleurs, quand j'étais jeune. Le nouveau monde, c'était celui des 30 Glorieuses. Mais alors, Henri Guénaud, vous auriez pu intituler votre livre « Sauvons l'Occident », parce qu'au fond, vous essayez d'ailleurs d'esquisser ce qui pourrait être une espèce de renouveau de l'Occident, de rebond. Mais vous l'avez appelé « Ils veulent tuer l'Occident ». Or, dans cette formulation, on entend bien qu'il y a une intention, qu'il y a un projet, qu'il y a une volonté avec le verbe « vouloir ». Et vous l'attribuez à un groupe, à des personnes, à quelque chose de constitué. Alors, il y a toujours une responsabilité particulière de ce qu'on appelle les élites, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir, mais pas le pouvoir simplement politique, le pouvoir dans l'économie, le pouvoir dans la culture, dans l'éducation. Beaucoup font cela effectivement à dessein, mais ça ne suffit pas à ébranler une civilisation. Il faut que cela devienne un conformisme auquel nous prêtons tous plus ou moins la main. Vous savez, ce qui s'est passé encore une fois entre les deux guerres et ce qui nous a mené à la catastrophe que l'on connaît, ça s'est fait avec l'assentiment. Mais quel est le but de ceux qui veulent détruire l'Occident? Quel est leur but? Je fais un petit parallèle avec Munich.
L'esprit munichois. Mais c'est pas seulement la faute des négociateurs, qui n'avaient peut-être d'ailleurs pas le choix à ce moment-là, hein, mais vous vous souvenez de l'anecdote célèbre de Daladier arrivant de Munich, s'attendant à se faire huer par la foule après avoir négocié avec Hitler, et au contraire il est accueilli par des acclamations, et il aurait murmuré « Ah les cons !» Voilà. Et Blum parlait d'ailleurs d'un lâche soulagement. Au fond, il y a une espèce de... Il s'installe à partir de cette idéologie de l'homme nouveau, de la table rase, qui chaque fois dans l'histoire nous a menés au pire malheur. Il s'installe une sorte de conformisme général dont il est très difficile de s'extirper. Mais l'Occident, pour vous, c'est quoi? C'est la structure de la pensée? C'est une civilisation, oui. Oui, c'est ça, c'est mais un univers. elle est structurée par la pensée. Elle est structurée par la pensée. C'est un univers mental. C'est l'univers mental que nous a légué, encore une fois, le long travail de l'intelligence, de la religion, de la science pendant des millénaires. Brodel appelait ça une maladie, une épidémie qui vient de la nuit des temps. Ouais. Mais si l'Occident tombe, c'est qu'on a perdu la guerre démographique. Est-ce qu'il ne peut pas émerger une autre non, mais le problème est une autre civilisation plus apaisante? Alors, je dirais au hasard peut-être, je ne sais pas, est-ce que la Chine, malgré la guerre économique, l'Inde... Il y a d'autres civilisations dans le monde, hein. C'est la question de savoir... non, mais vous parlez de l'Occident. Voilà, moi je parle de la nôtre, et je pense, pour répondre aussi en même temps à la suite de votre question de tout à l'heure, je pense qu'avant de se dire, voilà comment nous allons sauver l'Occident, il faut être bien conscient de ce que signifie la civilisation occidentale et de ce que nous allons perdre, de ce que nous sommes en train de perdre et par où nous allons passer avant de reconstruire. Si nous laissons les choses continuer sans rien faire, nous allons passer par une énorme crise de violence, par un énorme débordement de sauvagerie, comme ça s'est passé à chaque fois que nous nous sommes trouvés dans cette situation, parce que c'est une vieille leçon, et là qui déborde d'ailleurs la civilisation occidentale, c'est une vieille leçon de l'humanité, qu'une société divisée, déchirée, reconstruit son unité dans la violence, voire le sacrifice sanglant. On renvoie aux réflexions de René Girard, mais qui sont vieilles comme le monde. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il vous faut trouver un ennemi pour vous... Un bouc émissaire. Il faut un bouc émissaire ou un ennemi pour vous reconstituer. Et ça se fait dans la violence. Mais vous n'avez pas répondu, Oregano, à la question de savoir quel but poursuivraient ceux qui aujourd'hui veulent détruire l'Occident. C'est d'avoir à disposition des hommes sans racines. Non, mais c'est pas. Vous savez, pour en faire quoi? Les idéologies, c'est pas. Moi, je crois pas du tout. Je ne crois pas du tout que toutes les idées, que tous les sentiments, que toutes les idéologies soient dictées par le fait d'obtenir un résultat. Elles sont pas utilitaires, ces idéologies. Je rappelle une phrase de Keynes, mais qui a dû être répétée qui a dû être prononcée par bien d'autres personnes depuis que le monde est monde. Ce ne sont pas tant les intérêts que les idées qui gouvernent le monde. Voilà. Et les idées, elles ne sont pas forcément utilitaires. Ce sont des idées. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises, elles peuvent être destructrices ou créatrices, mais elles n'ont pas forcément, encore une fois, un but utilitaire. Elles n'ont pas forcément, elles ne veulent pas forcément arriver à un résultat qui serve des intérêts. Alors justement, pour prolonger peut-être la question... Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a des gens qui pensent depuis toujours, c'est une très vieille histoire, que la nature est Dieu. Que la nature est tout et que l'homme n'est qu'une petite partie de la nature. Appelons ça l'immanence ou la religion naturaliste, qui est d'ailleurs aussi bien dans une certaine forme de libéralisme, qui pense que le marché, c'est une loi de la nature, qui pense que la sélection naturelle doit devenir, qui est un principe, qu'une loi de la nature doit devenir une loi des sociétés humaines, et ça passe par c'est aussi la racine du nazisme, c'est une religion de l'instinct, du naturalisme, voilà. Et puis, c'est aussi une source à laquelle vont puiser un certain nombre d'écologistes qui pensent que, au fond, c'est l'homme est malfaisant et que la nature est bienfaisante. Voilà, bon, il n'y a pas de but autre que celui pour ces gens de faire aboutir leur vision du monde, leur conception du monde. Alors, justement, pour être un peu concret, la semaine dernière, on célébrait les 75 ans du débarquement. Donc, après 1945, on a vécu
sous le nouvel ordre qui a été imposé par Roosevelt, le capitalisme, la naissance des organisations internationales, l'ONU, le FMI, puis le G7. Il y a eu le commerce, les échanges. Est-ce que cet ordre-là, aujourd'hui, est menacé par nos alliés d'hier, c'est-à-dire les États-Unis et la Russie, qui veulent la destruction de l'Europe et la guerre économique? D'abord, je vous ferai remarquer que c'est pas cet ordre international, ce nouvel ordre international après la guerre, il n'est pas séparable d'un autre ordre, de l'ordre social, de l'ordre économique, c'est-à-dire il n'est pas séparable de la naissance des grands systèmes de protection sociale qui assuraient la cohésion des sociétés. Bon, aujourd'hui, cette cohésion, des sociétés, elle est menacée. Elle est menacée d'abord par le choix qu'a fait l'Occident, délibéré, c'est pas la nature des choses là, non plus, d'organiser la mondialisation telle qu'elle est. Qui a décidé qu'il fallait s'ouvrir, qu'il fallait que l'idéal c'était un marché unique, mondial, dans lequel il n'y avait plus de frontières, plus d'aspérité. Mais ça, par exemple, c'est pas seulement une idée, c'est bien fait pour servir des intérêts. Pas seulement. Je crois qu'on commettrait une erreur en pensant que le principal moteur de cette histoire a été de servir des intérêts. C'est quelque chose qui repose sur, encore une fois, une idéologie qui est revenue dans le devant de la scène, mais qui n'a cessé de progresser pendant les années 50, 60, 70, selon laquelle le monde idéal, c'était celui-là. Ça s'enracine aussi dans l'idéal d'une partie des Lumières, qui dit le commerce c'est la paix. Ouais. Voilà. Alors, encore une fois, c'est une représentation. Mais là, je voulais prendre monde. un exemple qui était proche. Mais là, c'est pas là. Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a l'Occident comme civilisation, déjà, et l'Occident comme ensemble géopolitique. Qui se recoupent, mais la civilisation restera, même si l'ensemble géopolitique, c'est comme l'Europe. Il ne faut pas confondre les deux, même s'ils se superposent. Donc aujourd'hui, l'Occident géopolitique est en train de mourir, même mort. Enfin, pour l'instant, on n'a jamais vu de telles fractures. On a vu des guerres entre certaines parties de l'Occident, mais on n'a jamais vu, par exemple, l'Amérique traiter ainsi ses alliés, qui ne sont plus des alliés, qui ne sont plus que des vassaux. Voilà. Donc là, on a un vrai sujet géopolitique. Ouais. Quand la leçon à tirer, si on reste sur l'affaire du commerce, du multilatéralisme, oui, etc., elle est très intéressante. Pendant des années, on nous a expliqué que tous ceux qui trouvaient que la mondialisation telle qu'elle était une mauvaise idée, qu'elle allait mal finir, ne comprenaient rien à la marche du monde, au sens de l'histoire, que c'était le sens de l'histoire. On ne pouvait pas en sortir et qu'il fallait s'adapter, ce qui veut dire subir. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation dans laquelle c'est terminé, c'est-à-dire que les Américains sont en train de détruire cette vision de la mondialisation et les Chinois de transformer de leur côté la mondialisation avec les routes de la soie dont on sous-estime l'importance dans la transformation du... Dans votre livre, vous parlez beaucoup de transcendance, de sacré, de spiritualité, en déplorant la disparition de ces notions d'une certaine manière. Alors attendez, laissez-moi juste finir parce qu'on va revenir à une histoire beaucoup plus récente. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron, en 2016 d'ailleurs et 2017, avait revendiqué une dimension mystique. Il avait évoqué le sacré, il avait évoqué la transcendance. Aujourd'hui, vous ne sentez pas ces notions-là dans sa manière de présider la France ? Pour tout vous dire, non. Vous répondez. Le président de la République, est-ce qu'il peut... Je crois que notre société... Alors, mon propos n'est pas circonstanciel, ça ne passe pas qu'à Emmanuel Macron, mais je pense que nos sociétés et la façon dont elles sont gouvernées aujourd'hui, au nom des orthodoxies, qu'elles soient commerciales, financières, économiques, juridiques, va dans le sens contraire du maintien d'un espace pour le sacré dans nos sociétés. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Que ce sacré soit strictement religieux ou qu'il soit d'une autre nature. La République a une part de sacré. C'est en tout cas celle à laquelle pouvait penser quelqu'un comme Péguy, par exemple. C'est la dégradation de la mystique en politique. Mais il y a quelque chose de sacré dans l'État républicain, il y a quelque chose de sacré dans la nation. Le sacré, au fond, pour moi, c'est tout ce
qui ne peut pas être transgressé sans susciter le scandale. C'est tout ce qu'il est scandaleux de transgresser, et ça c'est extrêmement important dans une société pour que l'homme ne se prenne pas pour Dieu et ne devienne pas complètement fou. L'hubris. Voilà. Non mais c'est pour prendre... Oui. Ouais. Mais je voudrais, pardonnez-moi. Juste une chose, je ne dis pas qu'on abandonne. Le problème, c'est pas l'abandon. On n'abandonne ni la transcendance, ni l'immanence, pour reprendre ces expressions. On les a changés de nature. C'est-à-dire, non, on les laisse dériver. Le génie de l'Occident, pardon d'employer des mots abstraits, mais le génie de l'Occident, il est dialectique. C'est-à-dire, c'est une pensée. D'abord, c'est l'Occident qui invente réellement la transcendance. Certains diront que c'est une révélation divine, mais enfin, on la trouve aussi chez Platon. On sort au fond Dieu de la nature, on place l'idée, l'idée abstraite, au-delà de la nature, c'est-à-dire dans le ciel des idées pour Platon, dans la cité de Dieu pour Saint Augustin. Bon, et l'homme se trouve du coup libéré pour conquérir la nature, libre, puisqu'il n'y a plus de sacrilège à vouloir dominer la nature, puisqu'elle n'est plus Dieu. Et deuxièmement, il tend vers des idéaux, des idées pures, qui existent pour lui, mais qu'il n'atteint jamais, mais dont qui l'oblige à se dépasser lui-même. Bon, le problème, c'est quand la transcendance dérive. Quand la transcendance dérive, c'est-à-dire par exemple quand les droits de l'homme, c'est une idée transcendante, c'est un idéal, une idée pure, mais quand vous en faites une religion, eh bien, ça dérive. Le droit, l'état de droit, c'est une idée pure, mais si vous en faites une religion, ça devient invivable. On pourrait bien sûr parler longtemps de tout ça, ce qui est passionnant, mais je voudrais quand même qu'on se quitte pas sans que je vous pose la question sur... Vous parlez beaucoup de la Grèce antique. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre livre, la droite, votre famille politique, c'est les Atrides, c'est-à-dire cette famille maudite? D'abord, je ne reconnais pas du tout ma famille politique. Moi, ma famille politique, celle dans laquelle je suis... La droite, classique. Non, moi, je suis entré dans une famille politique qui s'appelait le gaullisme. J'en ai marre de tourner autour des mots. Il y a des gens qui ont essayé d'extirper le gaullisme du RPR et puis qui ont voulu faire l'UMP, qui ont voulu... bref, pourquoi cette déroute? Voilà. Comment vous l'expliquez, cette déroute de ces 8%? C'est l'aboutissement logique de ce qui se passe depuis encore une fois, qu'on a décidé d'extirper le gaullisme, c'est-à-dire de faire d'un grand mouvement, d'aller fondre un grand mouvement populaire avec une base sociologique très très large, qui s'adressait à la nation tout entière. On l'a fondu dans un parti de notables, en fusionnant les centristes, l'UDF et le RPR, et ensuite on a cessé de réduire la base sociologique. Aujourd'hui, c'était devenu quoi, les républicains? Donc c'est sociologique, c'est pas politique. Mais c'est politique aussi, mais c'est la base sociologique qui se réduit. Elle se réduit à cause de la politique, parce que c'est quoi? C'est à la fois je suis contre l'immigration et pour l'ultralibéralisme, mais ça fait pas ça c'est le contraire du gaullisme. Et voilà, je suis désolé, cette fois, c'est pas pour vous poser de questions supplémentaires, mais il faut vous interrompre parce que l'émission est terminée. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bien court. Donc, Ils veulent tuer l'Occident aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci à Charlotte Urien-Temaka et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique de l'avoir réalisée. À très vite.